3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous parler d'un concours avec Basket le Mag en fin de vidéo, c'est un tout nouveau contenu que je vous propose. Un tout nouveau format que j'ai décidé d'appeler Barbershop. Alan, this is his dad's. Ouais, car comme dans un salon de coiffure, l'idée sera de choisir un sujet et de vous livrer toutes mes anecdotes à ce propos. On parlera donc de tout et de rien, sans faire de classement, sans mettre d'étoiles et sans se prendre la tête. Dans cette rubrique, j'ai juste envie de dire ce que j'ai envie de dire en mode chill. Alors prenez une tisane et enjoy. Ok, cool de faire de nouvelles rubriques, c'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Ce qui va me plaire dans ce format Barbershop, c'est qu'à l'inverse des formats Overtime où je vais être obligé de choisir des critères pour faire des classements que je vais tenter de pousser au max, là je vais pas avoir à hiérarchiser. Du coup, ça me permettra de parler de bien plus de choses, et ça c'est cool. Parce que ouais, parfois dans les overtime, pour être honnête, je suis un peu frustré. Il y a plein d'histoires que j'aimerais aborder, mais que je ne peux pas mettre dans les tops si je veux rester sérieux. Alors que ces histoires, en fait, je kifferais trop vous les raconter. Mercator, raconte-nous une histoire. Donc là, aujourd'hui, imaginez-vous chez le barbier, l'endroit parfait pour parler de tout ce qu'on a envie. Croyez-en, mon expérience, ça permet parfois d'avoir des échanges très riches. Ouais, moi je t'avoue que je suis pas super fan à l'idée de parler de la météo, mais bref, j'imagine que tu vas pas nous parler de la pluie et du beau temps aujourd'hui. Si tu parles de la météo, c'est que t'as pas les bonnes adresses de barbier, toi, je te filerai des adresses en off. Mais ouais, revenons au sujet de ce premier barbershop. C'est marrant, je suis trop hypé à l'idée de vous présenter ça. Et en lançant ce format en janvier 2020, quoi de mieux que de commencer par mon maxi best-of de la décennie 2010. Tout ce qui m'a marqué pendant ces 10 ans et que j'ai retenu en fait. Donc là, clairement, ça va être subjectif. M'en voulez pas, hein, même si j'aborde plein de choses, s'il y a des trucs qui vous ont marqué et que j'évoque pas. No offense donc, dites-vous que chacun a sa sensibilité différente par rapport à l'histoire NBA et dites-vous que je ne prétends surtout pas détenir la vérité absolue. Bon, par contre, vous me connaissez, j'aime que mes vidéos soient un minimum organisées. Ouais, je dois être un peu maniaque sur les bords. Mais du coup, les anecdotes que je vais vous livrer seront classées en 4 rubriques. La première abordera les changements fondamentaux qu'il y a eu dans la ligue pendant ces 10 ans. La deuxième concernera les différentes transactions, c'est-à-dire les transferts ou les signatures de joueurs qui ont été conclus ou au contraire qui sont tombés à l'eau. La troisième partie parlera des performances individuelles ou collectives applicables à la saison régulière. Enfin, dans la quatrième, même chose mais avec des perfs relatives aux playoffs. Et là, je vous avoue qu'avec tout ça, j'en ai une tonne de choses à vous raconter. Mets tes lunettes et lis-nous tout. Alors forcément, pour toutes ces histoires, il y en a une trentaine et je vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails que j'aimerais aborder. Cette vidéo, je dois avouer, j'en suis fier, mais c'est un sacré projet. Elle risque d'être assez longue vu toutes les choses que j'ai envie d'évoquer et je vais tout faire pour qu'elle soit la plus lourde de toute l'histoire de ma chaîne. Tant qu'à parler de choses légendaires dans cette décennie, autant que cette vidéo le soit aussi. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces histoires, j'ai été obligé d'en survoler certaines alors que toutes mériteraient presque une vidéo entière à elles seules. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si un des sujets évoqués vous rend particulièrement curieux et si vous aimeriez que je l'approfondisse dans une autre playlist. Ça pourrait être cool ça, alors faites-moi plaisir et gardez ça en tête en regardant ce premier barbershop. D'ailleurs, pour éviter que vous oubliez, on commence direct. C'est l'heure de mon best-of NBA de la décennie 2010. Pour commencer, comme prévu, on va aborder les changements fondamentaux qui ont été opérés dans la ligue. Rien à voir avec les transferts pour l'instant, je tiens à le préciser à nouveau. On va plutôt parler des évolutions générales qui m'ont marqué, qu'elles soient dans le jeu ou dans la culture de la NBA elle-même. Du coup, la première concerne les super teams. Alors bien sûr, des super teams, il y en avait déjà avant. Enfin, tout dépend de la définition qu'on veut donner à super team. Mais les Rockets 97 avec Olajuwon, Drexler et Barkley, les Celtics 2008 autour de Garnett, Pierce et Allen, les Lakers 2004 avec Kobe, O'Neal, Payton et Malone et j'en passe, pouvaient déjà être considérés comme des super teams avant 2010. Par contre, ce qui est notable quand j'évoque ces joueurs du passé, c'est que la plupart de ceux que je viens de citer n'étaient pas à leur prime à l'époque où ils ont rejoint d'autres superstars. Là, depuis 2010, certains franchise players n'hésitent pas à rejoindre d'autres franchise players dans le seul but de s'associer et de remporter des titres. Je trouve que ça, c'est assez nouveau. Plus rien à battre de l'amour du maillot pour certains, ce ne sont plus que les bagues qui comptent. C'est comme ça que cette décennie a pu observer des réunions de stars incroyables. Les Warriors 2017 avec Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson,
Thompson et Draymond Green, les Cavs 2016 avec LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love, le Heat 2012 avec toujours LeBron mais aussi Dwayne Wade et Chris Bosh. Toutes ces associations de stars sont allées au bout et ont fini baguées. Par contre, on a aussi les Nets 2013 avec Kevin Garnett, Paul Pierce, Joe Johnson, Deron Williams et Brook Lopez, ou les Lakers 2013 avec Kobe Bryant, Pau Gasol, Dwight Howard, Ron Artest et Steve Nash qui furent des flops monumentaux. Aujourd'hui aussi, on a de gros effectifs qui viennent de se former avec les Lakers, les Clippers, les Rockets, les Nets ou même les Sixers. Toutes ces équipes sont des super teams ou pas loin. Donc ouais, cette décennie a vu naître un vrai boom du point de vue des associations de stars et c'est le premier truc qui m'a vraiment marqué. Vient ensuite le bond énorme dans les salaires. Aujourd'hui, les dollars pleuvent sur les joueurs NBA. En 2014, la NBA a signé un nouveau contrat télé équivalent à 24 milliards de dollars sur 9 ans. Si vous avez bien suivi le tuto que je vous ai sorti l'été dernier sur la masse salariale et la free agency, vous avez bien retenu que les revenus générés par la ligue étaient redistribués entre les propriétaires et les joueurs. Alors forcément, ce deal a complètement fait exploser les salaires de tout le monde. Prenons un exemple, en 2009, Kevin Garnett était le mieux payé et remportait 25 millions par saison. Aujourd'hui, Stephen Curry gagne plus de 40 millions et ça va encore augmenter dans les années à venir. La NBA est devenue et de loin la ligue qui paye en moyenne le mieux ses joueurs et les basketteurs obtiennent sans cesse de très belles places dans les classements Forbes des athlètes les mieux payés du globe. Ça aussi, c'est une grosse évolution. Changement notable aussi, les statistiques avancées, qu'on appelle également les analytics. Déjà qu'à la base le basket est un sport de stats, c'est encore plus devenu le cas au cours de cette décennie. Grâce aux caméras SportsView qui ont été installées dans plusieurs salles en 2013, le moindre geste de chaque joueur est scruté et retranscrit sous forme de statistiques. Tout est désormais quantifié et ces chiffres représentent une base de données incroyable pour tous les GM de la ligue. C'est par exemple grandement grâce à ça que le matheux Daryl Morey a obtenu son poste de dirigeant à Houston. Les Rockets ont d'ailleurs été vraiment précurseurs par rapport à ça, car aujourd'hui, chacune des 30 franchises NBA possède son propre département spécialisé dans l'analyse de ces statistiques avancées. Et le plus fou, c'est que ça s'est même étendu au grand public. Aujourd'hui, le plus-minus, les ratings offensifs et défensifs ou le PER n'ont plus rien de secret pour tout fan de basket américain qui se respecte. Et soyons honnêtes, si vous parliez de ça il y a 10 ans, vous passiez pour un savant fou et ça équivalait clairement à rentrer dans la matrice. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec les analytics, on s'est très vite aperçu de quelque chose de simple. Tirer à 33% de réussite à 3 points est aussi rentable que de tirer à 50% à 2 points. Ce n'est donc pas par hasard que les long two, le shoot le moins efficace du basket, ont disparu peu à peu pour laisser leur place au shoot très longue distance. Aujourd'hui, même les pivots savent shooter de loin. Il y a 10 ans, les 7-footers qui étaient capables de dégainer derrière la ligne étaient une denrée très rare. Aujourd'hui, c'est presque ceux qui savent pas shooter qui sont en voie de disparition. La saison dernière, les équipes NBA tiraient en moyenne 34 shoots à 3 points par match, contre 19 seulement en 2009. Encore une fois, le boom est incroyable et dans la NBA d'aujourd'hui, parlez-en à Ben Simmons, tu es très mal vu quand t'es incapable de balancer des missiles à longue distance. Poursuivons ces changements fondamentaux et évoquons le tanking désormais. Certaines équipes comme Philadelphie avec le process mené par Sam Hinkie l'ont poussé jusqu'à l'extrême. Leur but était simple, tester un maximum de joueurs afin d'essayer de découvrir des pépites et ne rien faire pour gagner afin d'essayer d'obtenir la meilleure place possible à la draft. Ça paraît assez dégueu comme ça, mais avec le recul, difficile de dire que ça n'a pas porté ses fruits. Des mecs comme TJ McConnell, Robert Covington, Dwayne Dedmon, Jack Thompson ou Jeremy Grant n'auraient peut-être jamais percé sans leur passage aux Sixers. Puis aujourd'hui, autour de Joel Embiid, Ben Simmons et Tobias Harris entre autres, l'équipe est vraiment compétitive même si elle présente des failles. Le tanking est donc clairement une stratégie qui peut fonctionner à long terme, mais heureusement la NBA a pris des mesures pour le limiter. Nous ne verrons donc probablement plus jamais ce qui s'est passé dans cette décennie à ce niveau-là et c'est sûrement tant mieux. Parce que ouais, voir une équipe aussi légendaire que Philadelphie perdre 47 matchs sur 246 possibles en l'espace de 3 saisons et tester pas moins de 54 joueurs sur cette même période, je dois le dire, c'est assez gerbant. Toujours dans cette rubrique, une nouvelle chose qui m'a marqué, la montée en puissance des joueurs internationaux. Et vu comme c'est parti, entre nous, ça semble pas prêt de s'arrêter. Rien que l'année dernière, nous avions un MVP grec, un rookie de l'année slovène, un défenseur de l'année français et un MIP camerounais. On commence même possiblement à parler d'un All-Star Game USA contre le reste du monde, et là, je dois l'avouer, on reviendra dessus plus tard, ça ferait peut-être pas de mal au match des étoiles. Mais bref, revenons à notre sujet et donnons des chiffres. Lors de la décennie 2010, 15 joueurs internationaux différents ont été élus dans les All-NBA Team, contre seulement 8 lors de la décennie 2000. Ces chiffres parlent pour eux-mêmes, la NBA devient une ligue de plus en plus globale à l'échelle de toute la planète et je dois dire que j'aime beaucoup cette évolution.
Enfin, on vient d'en parler, dernier point dans cette rubrique, le All-Star Game qui selon moi n'est devenu plus qu'une parodie de basket. Alors ok, ce match est avant tout fait pour le spectacle, mais il y a 10 ans, les joueurs faisaient preuve au minimum d'un peu de compétitivité. Les All-Star Games 2001, 2003 et 2009 gardent une place très importante dans ma mémoire par exemple. Dans cette décennie, je pense que je n'ai quasiment rien à retenir, allez, peut-être mis à part la perf de Kobe Bryant en 2011. Quand je vois qu'un gars comme Jimmy Butler, pourtant sélectionné en 2018, a fini en DNP pour ne pas se blesser, je me dis que plus personne n'en a rien à foutre de ce match des étoiles alors que ça devrait être vraiment un honneur d'y participer. Franchement, et ce malgré les changements récents opérés par la ligue, cet événement est vraiment devenu un cirque et je trouve ça bien dommage. Niveau fondement, ça fait quand même pas mal d'évolution tout ça. Mais je veux maintenant parler comme prévu de tout ce qui m'a marqué et qui est lié aux transactions. Là, on va faire par ordre chronologique. Et forcément, dans mon best-of, je ne peux pas faire autrement que parler de ce moment orchestré par LeBron James, The Decision. Retour en 2010, le King, alors free agent, avait décidé de communiquer sa signature à Miami dans un show télé en live suivi par des millions de téléspectateurs. En annonçant qu'il rejoignait Wade et Bosh, LeBron a clairement manqué de tact ce jour-là, en laissant les fans de Cleveland dans l'incompréhension la plus totale. Faut dire que le mec était né dans le coin, était le meilleur joueur du monde et n'avait jamais réussi à mener sa team jusqu'au bout à ce moment-là. Le voir se barrer comme ça a forcément donné un sentiment d'inachevé pour tout le monde. Délaisser les Cavs pour rejoindre d'autres stars et remporter des titres, ça a été vu comme l'une des plus grosses trahisons de l'histoire. Et quand le King a accompli son objectif personnel en remportant ses 2 premières bagues en Floride, les fans des Cavs étaient encore plus vénères. Vient ensuite un trade qui n'en est pas un. Pour ça, retour en 2011. Les Hornets, alors à la Nouvelle-Orléans, n'arrivaient pas à se vendre et la NBA était devenue propriétaire intérimaire de la franchise. La saison précédente, Carmelo Anthony avait été au cœur d'un vrai feuilleton pour obtenir son transfert des Nuggets vers les Knicks. Là, ce fut le tour de Chris Paul, alors meneur des Hornets, de faire la même chose. Le gars ne cachait plus à personne sa volonté de départ et lorgnait clairement sur les Lakers. C'est à ce moment-là que Dell Demps, alors GM de la franchise, conclut un accord avec la team de LA. Cet accord devait envoyer CP3 vers les Lakers, Pau Gasol vers les Rockets et des joueurs comme Luis Scola, Goran Dragic, Lamar Odom ou Kevin Martin vers les Hornets. David Stern, rip à lui, est alors devenu tout rouge et a mis son veto pour des raisons soi-disant basketballistiques. La rumeur de son côté dit plutôt que le commish de l'époque n'était alors pas du tout favorable à l'idée que des joueurs puissent dicter leurs lois comme Chris Paul voulait le faire et comme Carmelo l'avait fait l'année précédente. S'il avait su ce qui allait se passer plus tard. En tout cas, alors que tout le monde s'imaginait déjà un duo monstrueux entre Bryant et Paul, celui-ci ne vit jamais le jour et Kobe ne remporta plus jamais de titre. Comme quoi on en a du poids sur l'histoire quand on est le big boss. Actually, it feels very good. Pour continuer dans cette rubrique, rendez-vous en 2014 pour parler à nouveau de LeBron James. Et ouais, après 4 finales de suite disputées avec Miami et 2 titres remportés, celui-ci annonce via un communiqué dans Sports Illustrated qu'il rentre chez lui. Retour à Cleveland donc, histoire de se réconcilier avec les fans et de tenter de ramener la coupe à la maison. Et on en reparlera plus tard, il a réussi. J'approfondis donc pas plus, mais vous vous en doutez, ce moment est forcément mythique. J'ai maintenant envie d'évoquer un épisode de l'intersaison 2015 qui m'a beaucoup fait rigoler. DeAndre Jordan, alors free agent, semble, pendant le moratorium, avoir trouvé un accord verbal avec les Mavericks d'un Mark Cuban très heureux d'avoir fait affaire avec lui. Sauf qu'à partir de là, rien ne se passe comme prévu. Et ouais, fallait pas penser que les Clippers allaient laisser partir leur pivot titulaire comme ça. Doc Rivers, le coach de l'équipe, accompagné de Blake Griffin et Paul Pierce, saute dans un avion direction la maison de DeAndre Jordan dans le Texas. Le but est d'arriver avant minuit, heure à laquelle le contrat de DD avec les Mavs pourra s'officialiser. Le reste appartient alors à la légende. La twittosphère s'enflamme et tout le monde balance ses meilleurs emojis. Les gars des Clippers débarquent alors, bloquent la porte d'entrée de DeAndre Jordan et décident de le séquestrer jusqu'à ce qu'il accepte de re-signer à LA. Mark Cuban, alors coincé dehors, devint alors furieux et Doc Rivers accomplit sa mission de re-signer son pivot. Épique, je vous dis. Ce récap de la décennie ne serait pas complet non plus si je n'évoquais pas la signature de Kevin Durant aux Warriors en 2016. Je vous parlais de la décision de LeBron de quitter Cleveland pour Miami en 2010 comme l'une des plus grosses trahisons de l'histoire, mais au final KD a fait bien pire. C'est cet été-là qu'il a glané son surnom de Snake. Rappel des faits, OKC, alors composé de Durant, Westbrook et Harden, échoue en finale contre le Heat en 2012. Le barbu est envoyé à Houston dans la foulée et le Thunder n'arrive plus à atteindre à nouveau un tel palier dans les 4 années qui suivent. En 2016 pourtant, il ne leur a pas manqué grand chose quand on voit que l'équipe menait
3-1 en finale de conférence face aux Warriors avant de craquer et de se faire éliminer. À ce moment-là, on se disait toujours qu'OKC pourrait être un candidat sérieux dans les années à venir. Sauf que KD, au lieu d'insister pour essayer d'aller au bout avec l'équipe qu'il avait draftée, a décidé de signer chez un concurrent. Et pas n'importe lequel, les Warriors, qui venaient d'éliminer le Thunder à l'avant-dernier stade de la compétition. Au final, même si lui aussi a remporté 2 titres suite à sa décision, cette trahison est restée en travers la gorge d'un paquet de fans NBA. Il est temps de conclure pour la rubrique des transactions désormais et je vais parler de quelque chose de très récent, l'été 2019. Jamais autant de stars n'avaient changé de maillot en quelques semaines. Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Russell Westbrook, Paul George, Anthony Davis, Kemba Walker, Al Horford, D'Angelo Russell, Jimmy Butler, Chris Paul et j'en passe. Tous ont changé de couleur lors de la même intersaison. Jamais, au grand jamais, je n'avais vu le paysage NBA autant être chamboulé en si peu de temps. Ça en fait mine de rien des transactions marquantes qui ont changé la décennie. Mais passons désormais à la 3e rubrique, les performances de saison régulière qui m'ont réellement marqué. Encore une fois, et à chaque fois en fait, je vais évoquer ces choses-là dans l'ordre chronologique. Du coup, le premier événement concerne la saga Derrick Rose. Ça commence en 2011 lorsqu'il est devenu le plus jeune MVP de l'histoire. Et son parcours représente un peu un fil rouge lors de cette période de 10 ans. Le mec était ultra bankable et incarnait le futur de la ligue, sauf que lors des playoffs 2012, une vilaine rupture au croisé vint mettre un frein à son épopée. Ensuite, ce fut une longue descente aux enfers. Un retour tardif, des blessures à répétition, une signature Onyx et même un procès pour une sordide histoire d'agression sexuelle en 2016. Autant vous dire qu'à ce moment-là, on ne donnait plus très cher de la suite de la carrière de l'ex-enfant prodige de la NBA. Alors quand la saison dernière, sous les couleurs des Timberwolves, le gars a mis 50 points et le contre de la victoire dans un match face au Jazz avant de devenir l'un des tout meilleurs 6e hommes de la ligue, ce fut un sacré revival. Cette histoire pour moi, c'est l'une des plus marquantes de la décennie. Derrick Rose, un vivant revenu de parmi les morts. Direction maintenant 2012 pour parler de la Linsanity. Non drafté et premier joueur de l'histoire issu de la fac d'Harvard, Jeremy Lin peine à trouver un contrat stable en NBA. En décembre 2011, il signe alors Onyx où il occupe le bout du banc en tant que 4e meneur de jeu. Autant dire que ce n'était pas prévu qu'il joue beaucoup. Mais lors du mois de février, alors que la team est en perdition et rongée par les blessures, Mike D'Antoni décide de donner sa chance à ce petit gars et de lui donner 35 minutes. Il a bien fait. Avec 25 points, le mec mène les Knicks à la victoire pour stopper une série de 11 défaites en 13 matchs. Et le truc, c'est que ça aurait pu être un one-shot, mais non. 28 et 23 points lors des 2 matchs suivants pour Lin et 2 victoires de plus pour les Knicks. Et là arrive un gros défi. Jeremy Lin se retrouve confronté à Kobe Bryant qui, selon ses dires, n'a jamais entendu parler du meneur de jeu d'origine taïwanaise. Ce jour-ci, sans Carmelo Anthony ni Amar'e Stoudemire, le mec mène à nouveau les Knicks vers le succès avec 38 points dans la face des Lakers. Les performances de ce gars qui, quelques semaines auparavant, dormait sur le canapé du salon de son frangin sont alors devenues virales. Lin a temporairement atteint la place de numéro 2 du classement des joueurs qui vendent le plus de maillots au monde derrière Derrick Rose et a même eu droit à son reportage sur TF1. C'est pas complètement ouf tout ça. Malheureusement pour lui, une blessure fin mars a mis fin à cette période incroyable qu'a représenté la Linsanity à New York. Et si depuis le meneur de jeu n'a jamais réussi à nouveau à atteindre un tel niveau, ces quelques semaines ont réellement marqué l'histoire de cette décennie selon moi. Pour le moment suivant, j'aimerais transmettre toutes mes condoléances à la famille de Brandon Knight. Ce 10 mars 2013, le meneur de jeu évoluant alors à Detroit s'est littéralement fait démolir sur un dunk de DeAndre Jordan qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. Ce tomard, il me donne des frissons rien qu'à y penser. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vivement de faire des recherches sur YouTube. Ouais, je peux pas vous le mettre ici si je veux rester monétisé. En tout cas, ça restera pour moi l'un des moments les plus fous de cette décennie. En plus, il symbolise tout à fait l'époque dorée des Clippers Lob City, formée autour du trio Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Eux aussi ont marqué ces 10 ans. Tant qu'on est dans les tomards, tiens, je vais parler du Slam Dunk Contest 2016 qui nous a permis d'assister à un duel Aaron Gordon-Zach LaVine épique de chez épique. Si l'arrière des Timberwolves s'en est tiré avec la victoire, la hauteur des dunks de Gordon en utilisant la mascotte du Magic m'a elle aussi marqué à vie. Mais bon, je vais quand même clairement pas dire que la victoire de Zach LaVine est volée. Qui peut se targuer d'être capable de réussir un windmill depuis la ligne des lancers francs comme il l'a fait? Ce concours de dunk d'anthologie est sans aucun doute l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de voir en direct dans l'histoire. Je ne pouvais donc pas faire autrement que de le mettre dans mon maxi best-of de la décennie. That is a 50 dunk.
Tant qu'on est en 2016 d'ailleurs, revenons sur un élément inoubliable de cette campagne. Cette saison-là, les Warriors sont devenus l'équipe la plus victorieuse de toute l'histoire sur une saison régulière avec un bilan de 73 wins sur 82 possibles. Alors que tout le monde pensait que le record de 72 victoires des Bulls 1996 était complètement inaccessible, les hommes de Steve Kerr ont montré cette année-là qu'ils pouvaient faire encore mieux. Et tout ça, c'est notamment grâce à un Stephen Curry stratosphérique. D'une insolence folle, le gars mettait des shoots dans tous les sens depuis n'importe quel endroit du terrain. Même NBA 2K s'est retrouvé en difficulté face au niveau atteint par le meneur. Bah ouais, si tu voulais faire un jeu réaliste, ça devenait complètement cheaté de prendre les Warriors. C'est suite à cette saison épique que Curry est devenu le premier MVP de l'histoire et seul à ce jour élu à l'unanimité. Si le mec a cuisiné l'histoire, il a forcément également marqué la décennie. Welcome to Chef Curry. Passons désormais à la saison suivante pour évoquer Devin Booker. Pour ça, revenons au 24 mars 2017, lorsque l'arrière de seulement 20 ans inscrit 70 points face aux Celtics, soit la 10e plus grosse performance au scoring de l'histoire. Incroyable, me direz-vous, surtout à cet âge, c'est clair. Mais ce qui est tout aussi marquant, c'est la polémique qui a suivi cette performance. C'est dans la deuxième mi-temps que Devin Booker a complètement pris feu, inscrivant 51 points dans cette période bien servie par des coéquipiers qui ne jouaient que pour lui. Et c'était peut-être ça le problème. Les Suns semblaient davantage jouer pour le record de Booker que pour la victoire. Et voir une équipe célébrer une perf individuelle alors qu'elle vient de perdre de 10 points, j'ai trouvé ça assez choquant perso. Bon, ça reste énorme comme perf, hein, mais j'avoue que la manière m'a laissé un léger goût amer au fond de la gorge. D'ailleurs, 2017 fut une année réellement marquée par les performances individuelles, car à ce moment-là, Russell Westbrook devint le premier joueur de l'histoire à terminer une saison en triple-double de moyenne depuis Oscar Robertson en 1962. Mieux encore, le Marsupilami a réalisé cette perf les 2 saisons d'après, enterrant le Big O qui n'avait réussi qu'une seule fois un tel accomplissement. Encore une fois, c'est lunaire, mais il y a un petit truc qui me gêne. Le fait qu'en 2017, Russ West ait été élu MVP alors que son équipe a terminé 6ème à l'Ouest, en vrai je trouve ça bof. Le mec a sorti des chiffres hors normes, mais selon moi, il a souvent joué plus pour ses stats que pour la win, oubliant parfois de défendre pour aller choper des rebonds. C'est peut-être très personnel, mais je kiffe pas trop cette mentalité. En fait, il est le seul MVP de l'histoire à ne pas avoir fini à l'une des 2 premières places de sa conférence avec son équipe. Alors ouais, ça me dérange clairement ce trophée de MVP, mais peu importe au final. Si on se focus seulement sur ces 3 saisons de suite en triple-double, ce truc est juste légendaire. On ne peut donc qu'applaudir de telles perfs. Enfin, afin de conclure sur ces perfs de saison régulière, je veux parler de la série de points incroyable qu'a livré James Harden l'an dernier. Le mec a produit une saison épique en termes de scoring, terminant la campagne à 36,1 points de moyenne, soit la meilleure marque depuis le Michael Jordan de 1987. Mieux encore, il a réalisé 32 matchs de suite à 30 points ou plus, réalisant alors la 2e plus grosse série de ce type de l'histoire, derrière celle de Wilt Chamberlain lors de la saison 1961-1962. Le gars a montré ces dernières saisons qu'il était l'un des tout meilleurs scoreurs de l'histoire. Et pour les fans de Westbrook qui dirait que James Harden aussi a fini MVP en 2018 sans défendre et en jouant énormément pour ses stats, rappelez-vous que cette année-là, les Rockets sont finis premiers de la conférence Ouest, pas 6ème. Après avoir bien créé la polémique entre les fans d'Harden et ceux de Westbrook qui aujourd'hui sont réunis aux Rockets, je passe à ma 4e et dernière rubrique, celle qui est liée aux playoffs. Pour commencer, c'est au tout début de la décennie que l'on revient lors du match 7 de la finale NBA entre les Celtics et les Lakers. Cela faisait exactement 5 ans que nous n'avions pas vécu de Game 7 en finale et celui-là je l'ai kiffé. Alors que les Celtics ont fait la course en tête pendant la majorité du match, les Lakers sont toujours restés au contact. Puis grâce notamment à un excellent Ron Artest, la situation s'est renversée. Le gars met un 3 points ultra clutch à 1 minute de la fin, les Californiens prennent 6 points d'avance et finissent par s'imposer. Il y avait une tension et un suspense fou dans cette rencontre. Honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario pour débuter cette décennie. Oh, don't worry, I'm mental. Pour la suite, je ne suis pas très original. Je veux parler du titre des Mavericks en 2011 qui restera le seul et l'unique remporté par Dirk Nowitzki. Face à la super team du Heat dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, Dallas finit par s'imposer 4-2 après avoir été mené 2-1. Ce titre restera légendaire pour moi tant ce fut le parcours du combattant pour les Texans les années précédentes avant d'accéder au Graal. Ça a également permis à Dirk mais aussi à Jason Kidd de terminer leur carrière en étant bagués et ça fait toujours plaisir de voir de telles légendes récompensées. Poursuivons dans les finales épiques et évoquons celle de 2013 et notamment le match 6. Les Spurs menaient 3 matchs à 2 et s'apprêtaient tranquillement à repartir avec le titre à Miami en menant de 5 points à 28 secondes de la fin. Les confettis étaient déjà prêts, beaucoup de supporters avaient déjà quitté la salle et plus personne n'était prêt à miser un seul copec sur une possible victoire du Heat. Et pourtant, résumé de ces derniers instants. D'abord, LeBron met un 3 points pour ramener son équipe à -2. Faute de Miami sur Kawhi qui ne met qu'un lancer franc sur 2. Il reste une quinzaine de secondes à jouer et l'écart est de 3 points. LeBron tente alors un nouveau tir à longue
distance, mais il se loupe. Sauf que Chris Bosh prend le rebond offensif et envoie le ballon à Ray Allen qui à ce moment-là rentre l'un des shoots les plus clutch de l'histoire de ce sport. Prolongation, mais c'est déjà trop tard, le Heat s'impose dans le match 6 et enchaîne dans le match 7. Les Spurs se sont sûrement vus trop vite et cette banderille de Ray Ray les a clairement assassinés. En parlant de shoot décisif, faut maintenant que j'évoque Damian Lillard. Alors ok, ça n'a jamais eu lieu en finale NBA, mais lors de cette décennie, le meneur a montré qu'il pouvait être l'un des joueurs les plus burnés de cette ligue. Première anecdote en 2014. First round des playoffs, les Blazers 5e à l'ouest affrontent les Rockets 4e. Portland mène 3-2 avant le match 6 et Houston ne compte pas se laisser abattre. 4e quart-temps, 96 partout, Chandler Parsons met un panier dans la raquette qui permet à sa team de prendre 2 points d'avance à 9/10 de la fin pour espérer un match 7. C'est quasiment gagné pour les Rockets. Sauf qu'il ne faut pas sous-estimer Damian Lillard, une seconde c'est amplement suffisant pour lui. Remise en jeu au milieu du terrain, le meneur se démarque, reçoit une passe de Batum et envoie un missile en catch and shoot direct sur ce même Chandler Parsons qui venait de scorer quelques minutes plus tôt. Swish, les Rockets sont en vacances. Et pour ceux qui pensent que c'est un coup de chance ou un coup du sort, détrompez-vous et revenons il y a quelques mois lors des playoffs 2019. Portland, 3e à l'ouest, affronte OKC 6e. Dans cette série très intense, Westbrook trash talk son vis-à-vis dès qu'il le peut. Lillard décide de se taire et de répondre sur le terrain, il a raison. Alors que Russ choque dans les moments importants, c'est tout l'inverse pour Dame. Match 5, les Blazers mènent 3 matchs à 1. Il reste 10 secondes à jouer et le score est de 115 partout. Lillard a la balle et c'est Paul George, l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue, qui décide de se mettre face à lui. Le meneur de Portland attend alors proche de la ligne médiane en dribblant patiemment le temps que les secondes sur le chrono s'égrènent. C'est là qu'il s'arrête à 11 mètres et envoie un nouveau missile pour éliminer ses adversaires. Boum, bye bye OKC. Ce shoot à lui tout seul a démantelé tout un collectif et le roster du Thunder fut entièrement remanié à l'intersaison qui a suivi. Alors ouais, dans mon best-of de la décennie, il y a forcément une place pour Damian Lillard. Avec ses 2 shoots, il a montré que dans les derniers instants, il était tout à fait capable d'assassiner froidement les équipes qui se mettaient en travers de sa route. Vu que la post-season c'est le terrain rêvé pour mettre des gros tirs, on continue sur la même lancée. Cette fois-ci, playoff 2015. Match 3 entre les Wizards et les Hawks, un partout dans la série. Atlanta réussit à remonter un déficit de 21 points et se retrouve à 101 partout à 14 secondes de la fin. Là, balle à Washington, Paul Pierce, 37 ans, attrape la gonfle. Le mec est pris à 2, pose de dribble, effectue un step back et marque un game winner hallucinant avec la planche. Ça, déjà, c'est du très lourd. Mais la punchline lâchée par le joueur en fin de match a réellement fait rentrer ce moment dans la légende. Lorsqu'un journaliste lui demande s'il avait annoncé la planche au moment de son shoot, The Truth répond simplement « Non, j'ai annoncé la victoire ». Passons maintenant au final 2016. On en parlait tout à l'heure, à ce moment-là, les Warriors sortent de la saison la plus historique de l'histoire avec une performance à 73 wins. Ils affrontent les Cavs d'un LeBron James qui, on le disait aussi, avait pour objectif d'enfin ramener un titre à Cleveland. Sauf que ça part mal, Golden State mène 3 matchs à 1 dans cette série et personne n'a jamais remonté un tel déficit en finale NBA. Et autant vous dire que c'est désormais chose faite. Les Cavs reviennent à 3 partout et dans un Game 7 épique ponctué par un chase down block stratosphérique de LeBron James puis d'un shoot ultra clutch de Kyrie Irving, le King ramène enfin une bague dans l'Ohio. Quel parcours du combattant ce fut pour LeBron pendant toutes ces dernières années pour réussir cette mission. Cet accomplissement face à une équipe record des Warriors en 2016 rentre forcément dans la légende. Cleveland! This is for you! Place maintenant à un moment qui m'a beaucoup ému lors des playoffs 2017. Isaiah Thomas joue pour les Celtics et affronte les Wizards en demi-finale de conférence. Ce 3 mai, le meneur de Boston aurait dû fêter les 23 ans de sa petite sœur tragiquement assassinée 15 jours auparavant. On peut donc imaginer que cette rencontre avait une signification particulière pour le lutin d'1m75. Quoi de mieux que réaliser une perf énorme pour lui rendre honneur? C'est ce qu'il a fait. 53 points dont 29 dans le 4e quart-temps et une victoire offerte aux siens en prolongation. Jamais je n'ai eu plus d'affection pour ce joueur que ce jour-là. Enfin, faut que j'aborde un tout dernier moment. Un truc qui m'a fait un mal de chien en tant que fan des Sixers. Un truc que je n'ai toujours pas digéré. Un shoot qui forcément appartient aux moments les plus lourds de cette décennie. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. 13 mai 2019, demi-finale de conférence, match 7 entre les Sixers et les Raptors. 90-90, 4 secondes à jouer, remise en jeu pour Toronto au milieu du terrain. Sans surprise, la balle revient à Kawhi Leonard. Le mec pose 4 dribbles sur sa droite pour se débarrasser de Simmons puis d'Embiid, s'élève et prend son shoot.
foot. Les secondes suivantes, j'ai l'impression qu'elles ont duré des heures. Le ballon rebondit 4 fois sur le cercle et finit par rentrer dans l'arceau devant un Kawhi en mode killer et un public hypnotisé. Les Raptors se qualifient donc en finale de conférence et remportent le titre quelques semaines après. Ah que ça me fait mal de repenser à ça. À la suite de ce tir, j'ai dû rester 10 minutes le regard dans le vague à essayer de comprendre ce qu'il venait de se passer. J'ai eu trop de mal à re-regarder du basket après ça. Et c'est bien parce que ce moment m'a tant marqué que je l'ai gardé pour la toute fin de mon maxi best-of de la décennie 2010. Voilà pour ce qui est des moments qui m'ont le plus marqué pendant ces 10 dernières années. Voilà pour ce qui est de mon tout premier barbershop. Vu que c'est le début, j'attends vraiment des retours de votre part sur ce format. Perso, je suis assez satisfait, j'ai trop kiffé vous parler de tout ça et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sors l'une de mes vidéos les plus abouties. Mais ça, j'en aurai la confirmation qu'avec vos retours et vos pouces bleus, le meilleur moyen de connaître votre avis à ce sujet. Pour lancer cette playlist, ce serait tellement énorme qu'on batte le record de pouces qui est environ à 3000. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, c'est important, ce que je peux faire pour améliorer le truc et aussi si vous avez des idées que vous aimeriez que je développe dans ce format. Mais surtout, lâchez votre pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos de la sorte. Perso, j'ai déjà pensé à plein de trucs pour le futur et ce que je kiffe, c'est que ça me permet vraiment de varier par rapport au format Overtime. C'est cool de faire des classements et de me prendre la tête avec ça, mais c'est tout aussi cool de vous parler de tout ce dont j'ai envie sans jamais me mettre de limite. En vrai, je pense vraiment que ces formats peuvent être très complémentaires. Mais bref, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis, c'est un concours avec Basket le Mag que je vous propose aujourd'hui. Je pense que depuis le temps que j'en parle de ce magazine, vous connaissez. J'aime la façon dont il traite l'actu à travers des enquêtes, des dossiers, des reportages, et pour moi, ça apporte une vraie plus-value par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet. Comme vous le voyez, le numéro qui vient de sortir début janvier évoque notamment Luka Doncic. On en parlait plus tôt justement de l'essor des joueurs internationaux. Le début de saison phénoménal du joueur slovène montre qu'on est en plein dedans. Puis en plus des articles très nombreux et très complets sur tout le basket mondial, vous pourrez aussi trouver un petit papier sur l'auteur Harlan Coben qui m'a beaucoup plu. Je vous invite donc vivement à vous procurer ce numéro en kiosque. Ouais, c'est bien beau tout ça, et c'est vrai que ça a l'air intéressant, mais tu devais pas nous faire gagner un truc ? Patience, j'y viens. À nouveau, notre partenaire offrira à 2 d'entre vous un abonnement découverte de 3 mois au magazine. Mais vous imaginez bien que vous allez pas l'avoir en claquant des doigts. Alors pour avoir une chance d'être tiré au sort, il faudra tout d'abord répondre à une question, la voici. Quel est le joueur NBA qui a scoré le plus de points sur la décennie qui vient de s'écouler ? Vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Ça vous donnera une opportunité de gagner votre abonnement à Basket le Mag. Bien évidemment, j'annoncerai les 2 gagnants dans la prochaine vidéo. Alors pour ne pas la manquer, je vous invite à écouter attentivement ce que Lucas Kouyaté a à vous dire. Salut à tous, c'est Lucas Kouyaté. Abonnez-vous tous à la chaîne Le 6ème Homme. Peace. Lucas Kouyaté, vous connaissez ? Cet ailier fort de 20 ans faisait partie de l'équipe de France U20 qui a terminé 4ème à l'Euro l'été dernier. Depuis petit, il gravit les échelons un par un et évolue aujourd'hui à l'Élan Chalon. Il y réalise d'excellentes perfs chez les espoirs en attendant d'avoir sa chance chez les pros. Parce que ouais, le gars ne compte clairement pas s'arrêter là. Spécial dédicace à son match à 17 points face à Boulazac il y a 2 mois d'ailleurs. Alors allez le follow sur les réseaux et comme il le dit si bien, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et être certain de ne rien rater de mon contenu. Pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info, vous pourrez notamment y trouver une interview maison de Yann Maimni qui revient bien en forme ces dernières semaines. Pour débattre avec la communauté et jouer à différents jeux relatifs à la NBA, c'est sur Discord que ça se passe. Gros big up à Max et Steph d'ailleurs qui font un énorme taf en tant que modo. Évidemment, je mettrai les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, mettez-moi un énorme pouce bleu si vous avez kiffé ce format barbershop et que vous voulez que je continue. Comme je le disais, le record absolu de ma chaîne est pour l'instant à 3000 et ce serait fantastique qu'on l'explose pour lancer cette playlist de la meilleure façon possible. Je vous le demande parce que vous êtes géniaux, à chaque fois que j'ai fait appel à vous, vous avez tout fait péter, alors encore une fois, je compte sur vous pour me soutenir là-dedans. A très vite.